Il y a près d'un siècle, la France finissait de se constituer le deuxième empire colonial du monde. Un empire de 10 millions de kilomètres carrés et de 100 millions d'habitants proclamait alors les slogans, tandis que les premières images du cinématographe mettaient en scène des mondes exotiques, sauvages et mystérieux. C'est à partir de ces films, aujourd'hui émouvants à force d'être naïfs, parfois brutaux, tous imprégnés des valeurs de la mission civilisatrice chère à la République, que nous pouvons redécouvrir une autre histoire. L'aventure scientifique et humaine des médecins du service de santé des troupes coloniales et de leur école d'application, le Pharo, devenu l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées. Au milieu du 19e siècle, les nombreux voyages d'exploration en Asie et sur le continent africain ouvrent la course aux empires à laquelle vont se livrer les grands États européens. Pour les Français, après l'Algérie conquise en 1830, c'est en Extrême-Orient que paraît s'offrir un destin. De la remontée du Mékong à la découverte du fleuve Rouge, les médecins de la marine sont de toutes les expéditions. Bientôt, c'est au cœur du Vietnam que se poursuivent les opérations de guerre contre un peuple qui n'entend pas céder un pouce de son antique royaume. Aux dangereuses conditions de la guérilla s'en ajoutent d'autres, encore plus meurtrières pour les troupes françaises, les rigueurs du climat et les maladies tropicales. Les médecins militaires doivent cependant rapidement y faire face. En Afrique, missions d'exploration et conquête militaire finissent d'apporter d'immenses territoires à la métropole. Là encore, les médecins se trouvent face à des pathologies mortelles qui les conduisent à se préoccuper de l'état sanitaire des populations civiles. Les maladies exotiques constituent alors un obstacle majeur à la colonisation. Dans ces régions, le médecin était un véritable explorateur. Lorsqu'il partait en tournée, il devait descendre les marigots sur de fragiles pirogues. Et c'est par des sentiers de brousse à peine tracés qu'il marchait derrière son guide indigène vers le village où une épidémie avait été signalée. Lorsque le médecin blanc arrivait au terme de son expédition, c'est presque toujours dans un village désert qu'il pénétrait, et heureux encore s'il pouvait recueillir le malade abandonné par les siens. Mais il faut d'abord identifier les diverses maladies. C'est en Indochine que les premières découvertes vont être les plus spectaculaires. Pour la plupart disciples de Pasteur, des savants, dont certains issus des rangs des médecins militaires, s'attaquent aux principales endémies et épidémies que subissent alors le pays et, plus largement, l'Asie. Parmi ces pionniers, Alphonse Laveran, qui, en 1880, découvre le parasite vecteur du paludisme, en 1904, publie un traité sur les trypanosomes et reçoit en 1907 le prix Nobel de physiologie et de médecine. Émile Roux, dès 1888, fait paraître ses premiers travaux sur la diphtérie. Puis, chef de service à l'Institut Pasteur de Paris, il n'aura de cesse de développer les activités pastoriennes outre-mer. Albert Calmette, désigné lui aussi par Louis Pasteur pour fonder un centre vaccinogène à Saigon, il organise la lutte contre la variole et la rage, mène des recherches sur le choléra, la dysenterie et le venin de serpent et met au point en 1921 avec Guérin le vaccin contre la tuberculose. Alexandre Yersin, en 1894 à Hong Kong, isole le microbe à l'origine de la peste. Encouragé par Calmette, il s'établit en Indochine où il jouera un rôle de premier plan par la création de l'école de médecine de Hanoï en 1902, puis par l'essor donné à l'Institut Pasteur de Nha Trang. Paul-Louis Simon, en 1898, mettra en lumière le rôle de la puce du rat dans la transmission de la peste et se lancera ensuite dans le combat contre la fièvre jaune. Parallèlement à ces travaux fondamentaux, se met en place toute une organisation sanitaire qui tente d'étendre son action au plus près des populations. Ainsi, les dispensaires de l'assistance médicale indigène, qui vaccinent 1 900 000 Indochinois en 1909, en traiteront 7,5 millions 20 ans plus tard. Témoignant de l'effort fourni, des hôpitaux s'ouvrent dans les principaux centres, sans oublier les premières formations mobiles qui sillonnent les régions les plus reculées d'Extrême-Orient et d'Afrique. Au temps de la conquête a succédé celui de l'administration coloniale. En 1900,
les troupes de marine sont devenues troupes coloniales et l'accroissement des tâches du service de santé outre-mer lui impose également de profondes réformes. En 1905 est décidée la création à Marseille, sur le site dit du Pharaon, à l'entrée du Vieux-Port, d'une école d'application du service de santé des troupes coloniales, spécifiquement dédiée à l'enseignement des pathologies tropicales. Recrutant parmi les diplômés de l'école de santé navale de Bordeaux, l'école a pour vocation de former médecins et pharmaciens appelés à servir dans les unités coloniales, mais aussi dans les services des divers organismes médicaux à travers l'Empire, de l'Afrique à la Chine, des Antilles au Pacifique. Sortie en 1907, la première promotion de 46 élèves est à peine à l'œuvre sur le terrain qu'éclate la Grande Guerre. La plupart des médecins coloniaux y prennent part et, de 1914 à 1918, des dizaines d'élèves, dont un tiers des anciens du Pharaon, y disparaissent. Les opérations sur le front d'Orient offrent par ailleurs l'occasion de mener une des premières actions de prévention et de prise en charge, à vaste échelle, du paludisme. Cette pratique va dès lors être expérimentée en Indochine, où le fléau est particulièrement dévastateur. Des campagnes de détection, d'assainissement et d'observation des zones impaludées sont systématiquement lancées. Le moustique porteur de germes est pourchassé, décelé, capté, transféré à l'Institut d'Hanoï, traqué jusque dans ses larves. Tandis qu'en brousse, des équipes mobiles de démoustication exterminent l'ennemi avec des pulvérisateurs à feu. Tous travaux qui permettront de creuser et d'orienter un immense réseau de canaux d'assainissement. En Afrique subsaharienne, les hommes formés au Pharaon s'attellent à une autre tâche immense, la trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil, véhiculée par la mouche tsetse. La mouche tsetse vit et se reproduit à l'abri du soleil, sous les couverts forestiers qui bordent les marigots et les rivières innombrables dont le pays est sillonné. Au cours de leurs déplacements en pirogue, les indigènes sont assaillis par les mouches, piqués et contaminés. Le trypanosome franchit la barrière méningée et atteint le cerveau. Des désordres graves se produisent et le malade devient incurable. Il présente alors tous les symptômes de la pathologie des centres nerveux. Un homme va lier son nom à cette maladie, Eugène Jameau. Sorti en 1910 du Pharaon, grâce à ses équipes mobiles spécialisées, il traque le parasite jusque dans ses repères les plus inaccessibles. À la fin des années 20, sa mission, forte de 450 médecins, auxiliaires et infirmiers, a divisé le niveau de l'infection par 10. Jameau a démontré, après avoir proposé sa théorie, il l'a appliquée. Et c'est une théorie de marche à pied, c'est une théorie de marcheur de brousse, c'est une méthode qui est une méthode extrêmement précise et rigoureuse. C'est la raison pour laquelle seuls les médecins militaires pouvaient l'appliquer dans toute sa rigueur. On rassemble tout le monde sur un programme bien précis que les chefs coutumiers connaissent bien. Tout le monde arrive de bonne heure le matin. Il y a 2 000, 3 000, 4 000 personnes, souvent, suivant de l'importance. Il y a une vingtaine de microscopistes. On fait le diagnostic de la maladie, le diagnostic des phases de la maladie, et ensuite on applique la première injection, parce que la première injection suffit à stériliser, à faire disparaître le trypanosome du sang de l'individu. À cette mission, il fallait une capitale. Ayos, centre médical où venait d'être construit, grâce au gouverneur Marchand et au concours des populations de la région, plus de 40 bâtiments, fut choisi comme centre d'instruction. Situé au cœur même des régions les plus atteintes, Ayos était le mieux placé pour spécialiser en quelques mois les médecins, les agents sanitaires européens et les infirmiers africains. Les médecins coloniaux, c'est évident, ont toujours été des gens qui ont aimé leurs écoles de formation et l'école d'application, et qui aiment être enseignés, aiment enseigner à son tour. À côté des équipes mobiles de Jameau, toute une infrastructure fixe a vu le jour, sans compter les divers lieux d'enseignement, écoles de médecine de Madagascar, d'Hanoï ou de Dakar,
et les nombreux autres centres formant le personnel local. Ainsi, l'école du Pharaon doit faire face à une demande de plus en plus grande de médecins tropicalistes. Depuis 1925, elle intègre les diplômés de l'école de santé des armées de Lyon, a créé un corps des agrégés du Pharaon et s'est agrandi de nouveaux bâtiments. En 1928, le ministre de la Guerre accroche la croix de guerre 14-18 à son drapeau et en 1955, René Coty, président de la République, lui remettra la Légion d'honneur et la croix de guerre 39-45. Malgré cette reconnaissance, on manque cependant toujours de volontaires. Des affiches de recrutement sont éditées, tandis que des films essaient de sensibiliser le grand public à des causes telles que la lutte contre le choléra. Médecins et pharmaciens coloniaux deviennent indissociables du travail mené et des résultats obtenus par les instituts Pasteur. Sur place encore est combattu le choléra. Des laboratoires remarquablement perfectionnés fabriquent les vaccins. Chaque année, 3 millions de doses sont réparties sur le territoire. Au cours de la foudroyante épidémie de 1927, ces équipes indigènes sont parvenues à produire pour leurs frères malheureux 25 millions de doses. L'Institut Pasteur de Nha Trang, spécialisé dans la préparation des vaccins, entretient une sélection de bétail indigène. C'est à Yersin qu'on doit ces installations modèles. Un des personnages les plus emblématiques de l'œuvre pastorienne et du dévouement au service des populations reste Alexandre Yersin. Chercheur, botaniste, agronome, introduisant la culture de l'EVA et de la quinine en Indochine, il a laissé une empreinte toujours profonde sur la terre vietnamienne. Le jour de l'inauguration, les chefs Moy avaient tenu à témoigner à Yersin la gratitude des indigènes. En 1934, à l'Institut Pasteur de Tananarive, les docteurs Girard et Robic, tous deux anciens du Pharaon, mettent au point un vaccin efficace contre la peste. De 4000 victimes par an dans les années 20, on ne recense plus que 50 cas entre 1942 et 1960. Après un long séjour en Indochine, en compagnie de Calmette et de Yersin, Émile Marchou est affecté en Afrique. En 1905, il intègre l'Institut Pasteur et s'attaque à la lèpre en créant à Bamako, au milieu des années 30, l'Institut central de lèpre qui plus tard portera son nom. Pour combattre la lèpre qui revêt diverses formes d'évolution, taches de coloration pigmentaire, mutilation, déchéance progressive de l'organisme, on utilise la médication de Gorley. Mais si nul traitement n'a encore pu terrasser le bacille de Hansen, la marche du mal se trouve néanmoins considérablement retardée et les souffrances atténuées. Les efforts accomplis commencent à porter leurs fruits, comme le recul de la fièvre jaune, lorsqu'éclate la guerre en Europe. En 1939, comme en 1914, les médecins des troupes coloniales rejoignent les armées. Malgré l'absence de personnel et la précarité grandissante des liaisons avec la métropole, outre-mer, la densité du réseau sanitaire permet encore de faire face aux pénuries. Ce pays, 6 fois grand comme la France, comptait en 1940 108 médecins en service. Près de la moitié sont actuellement mobilisés. On manque en effet de médecins. Saluons l'effort de ceux qui restent. Dans le même temps, les médecins coloniaux prennent une part non négligeable dans le ralliement d'une partie de l'Afrique équatoriale à la France combattante, grâce notamment au médecin général Cissé. Nombre d'entre eux s'illustreront dans les campagnes d'Afrique du Nord et d'Europe. À la fin de la guerre, le service de santé des troupes coloniales compte 19 compagnons de la libération. Si l'Allemagne capitule le 8 mai 1945, en Asie, le Japon occupe toujours l'Indochine. Le corps expéditionnaire français qui y débarque en septembre découvre un nouveau conflit, celui mené par la Ligue Viet Minh pour la libération du Vietnam. Attention, danger. Ne suis pas l'exemple de ce militaire si tu ne veux pas porter toute ta vie l'empreinte d'une terrible maladie.
Nous espérons que tu as compris et que tu sauras prendre les précautions nécessaires. Outre les classiques pathologies coloniales et celles des troupes en campagne, les médecins sont confrontés à une forme de guérilla extrêmement violente, coûteuse en vies humaines et en blessures de toute nature. Souvent avec des moyens de fortune, ils vont innover dans divers domaines de la médecine de guerre, mise en condition du blessé de l'avant, narcolyse des grands blessés, chirurgie vasculaire thoracique. Après plus de 50 jours de résistance acharnée, la position de Dien Bien Phu tombe le 7 mai 1954, scellant le destin de l'Indochine. À son tour, le Maghreb s'embrase et après le Maroc et la Tunisie, l'Algérie entend se dégager de la tutelle française. Que ce soit au sein des unités de combat, aux côtés de leurs camarades métropolitains ou sur les confins sahariens traditionnellement dévolus au service de santé colonial, les médecins coloniaux, des troupes de marine à partir de 1961, assurent aussi des missions de santé publique. En Afrique subsaharienne, la marche vers les indépendances s'annonce plus pacifique et les diplômés du Pharo continuent à y assumer la lutte contre les maladies tropicales. Les principales endémies en passent d'être contrôlées. L'objectif est maintenant de densifier un réseau de santé de proximité et de référence. De nouveaux bâtiments, modèles d'architecture et de confort, abritent les services hospitaliers. À leur tête se trouve la direction du service de santé qui administre l'ensemble de l'organisation médicale en Afrique équatoriale. Tout près de là ont été construits les pavillons de l'hôpital ainsi que ceux de la pharmacie centrale. Dans ces magasins sont entreposés, dès leur arrivée de France, les médicaments destinés aux différents services médicaux. C'est de là qu'ils seront expédiés vers les centres sanitaires les plus éloignés. Mais un des buts essentiels du service de santé est de préserver contre les maladies africaines les milliers d'enfants qui naissent chaque jour. On doit construire des maternités et des centres de puériculture jusque dans les régions les plus lointaines du pays. Chaque année, près de 400 000 consultations sont données dans les centres médico-sociaux. Les sages-femmes, formées à l'école de Dakar, ont une mission de plus en plus importante dans l'évolution même de l'Afrique. Elles prennent très à cœur leur métier et secondent le médecin en passant les visites prénatales. Au tournant des années 60, la souveraineté à laquelle accèdent les pays africains francophones entraîne peu de changements sur le plan des politiques de santé. Afin de pallier aux déficiences temporaires des systèmes sanitaires locaux, on met en place une politique de coopération de substitution. En 1980, il y a 700 médecins militaires français outre-mer, soit autant qu'avant 1939. L'école du Pharo, devenue Institut de médecine tropicale du service de santé des armées en 1975, s'est pour sa part adapté à cette nouvelle période. L'épidémiologie de cette affection a bien souligné les lignes directrices et de vous montrer les situations concrètes et la situation épidémiologique semaine par semaine du 20 décembre au 23 janvier. Livrés à eux-mêmes, loin d'un centre hospitalier, dans des régions aux communications précaires, il leur faudra assurer seuls des tâches qui, en Europe, sont confiées à plusieurs spécialistes, telles que les techniques courantes de laboratoire. Devant les difficultés d'une évacuation sanitaire hasardeuse, ils devront pouvoir pratiquer seuls des interventions chirurgicales d'urgence telles que hernie, trachéotomie, césarienne, ablation de l'appendice et de la rate. Les volontaires du service national au titre de la coopération et des affaires étrangères suivent des stages avant leur départ. Vous êtes bien un peu de frottis et justement vous avez là, en haut du champ... Des médecins militaires africains viennent également au Pharo pour acquérir une spécialisation. Enfin, des cours paramédicaux sont dispensés à des sous-officiers infirmiers des services de santé militaire de certains pays africains. Boniface Gabo de la Côte d'Ivoire. Boukinda le mot du Gabon. Issouf Kanda du Niger. Mohamed Ali de Djibouti. Faye Farba du Sénégal. L'école du Pharo possède une bibliothèque de 16 000 ouvrages et est abonnée à 250 périodiques médicaux et scientifiques dont les articles traitant de pathologies tropicales sont analysés et mis en fiche. L'Institut édite sa propre revue, héritière des archives de médecine navale, parue pour la première fois en 1864 et perpétuée sous des titres divers. Enseigner, mais également chercher, sont les vocations de l'Institut.
Le laboratoire d'anatomie pathologique reçoit des prélèvements en provenance des pays tropicaux qui sont préparés, inclus, colorés, examinés, classés par milliers afin d'aider au diagnostic des maladies tropicales. Le laboratoire d'études du méningocoque de l'école du Faro est le centre international de référence et de recherche concernant la méningite cérébrospinale. Les souches reçues, répertoriées, cultivées, permettront l'étude des germes de cette maladie qui présente encore de nombreuses inconnues sur le plan bactériologique et épidémiologique. L'Institut a participé à la mise au point d'un vaccin contre certains types de méningite. Ce laboratoire est tout naturellement chargé de la prévention de la méningite dans l'armée. Une équipe de vaccination d'urgence est prête à agir dans l'heure et à se rendre sur n'importe quel point du territoire pour assurer une vaccination ultra rapide pouvant atteindre 1000 personnes à l'heure. Messieurs, pour débuter cette première réunion de jury, je voudrais que le sous-directeur nous situe la promotion sortante. La promotion est composée de 25 élèves de l'école de Lyon, 34 élèves de Bordeaux, 5 stagiaires proviennent du recrutement latéral. S'y ajoutent 5 élèves étrangers, 1 du Burundi, 2 du Togo et 2 de Côte d'Ivoire. Comprendre, protéger, secourir, demain comme hier, ce sera le rôle de ceux du Faro. Dominique Tibre, médecin-chef militaire détaché auprès du ministère gabonais de la Santé. Les principales maladies que l'on trouve au Gabon sont évidemment le paludisme, la tuberculose, la lèpre. Il y a également quelques foyers résiduels de maladies du sommeil, quelques foyers de bilharziose. Et évidemment, le Gabon est concerné par le sida, qui va être un des problèmes majeurs des 5-10 prochaines années. Dominique Tibre est parmi les derniers médecins militaires français à travailler dans ce pays. Demain, des médecins gabonais prendront sa relève. Depuis 1992 et la fin de la coopération de substitution en Afrique, la mission du Faro a connu de nouvelles mutations. Le passage en France à une armée de métiers qui déploie outre-mer ou en zone tropicale plus de 30 000 personnels qu'il faut protéger et soigner, et leur intervention régulière dans le cadre de forces de projection multinationales à caractère souvent humanitaire, voit les médecins militaires répondre à des objectifs multiples. L'opération Licorne en Côte d'Ivoire en offre un bon exemple. Donc la première activité, c'est le soutien des forces. Donc on est 150 sur le camp. Donc soutien des militaires, ça c'est la priorité numéro 1. Comme les militaires, on les a emmenés en bonne santé, donc on s'occupe un petit peu en faisant de l'assistance médicale gratuite avec la population locale. On a mené des actions de lutte contre les moustiques. Donc on est là depuis un mois, on n'a pas de cas de palu, ce qui n'est pas trop surprenant. Et le mandat d'avant a eu un seul cas de palu chez une fille qui a oublié de prendre la prophylaxie. Donc le bilan est assez satisfaisant, les gens sont sensibilisés, quoi. On fait surtout beaucoup de recherches de VIH pour les licornes et pour les locaux. Ensuite, on fait la recherche des palus, numération formule. En fait, on essaye de répondre à toutes les demandes des médecins. On fait des bilans biologiques relativement complets, parce qu'on fait de la biochimie, on fait de la biologie. On fait beaucoup d'analyses, mais il y a des envois qui s'effectuent sur la France. Retour à Marseille, où, en plus de l'enseignement théorique et pratique en médecine tropicale, l'IMTSSA, depuis 1992 et la création de l'école d'application, assume la fonction d'institut de spécialisation du service de santé des armées pour l'armée de terre. Les activités de recherche en parasitologie concernent désormais essentiellement le paludisme. L'unité du méningocoque, centre collaborateur de l'OMS, mène ses travaux afin de suivre l'évolution des caractéristiques des épidémies dans le monde. Pour sa part, l'unité de virologie tropicale conduit les recherches sur la dengue et les arboviroses pour lesquelles il est centre national de référence, participant notamment à la surveillance du virus West Nile en Camargue. Nous faisons les recherches et les identifications de virus dans les lots de moustiques qui sont capturés par les entomologistes. Le département d'épidémiologie et de santé publique est quant à lui composé de 4 unités: surveillance épidémiologique,
veille sanitaire, recherche épidémiologique, dont un projet de surveillance sur les agressions biologiques et entomologie médicale. Ainsi, enseignement, recherche, expertise épidémiologique et soutien aux troupes engagées sur de nombreux théâtres d'opération conduisent le Pharo à évoluer en permanence, restant fidèle à sa vocation première, celle des 8000 médecins, pharmaciens et personnels de santé formés depuis un siècle, au-delà des mers, toujours au service des hommes. C'est le maître mot de toutes nos missions, c'est savoir faire face à un moment donné, avec les moyens qu'on a de notre disposition, à une certaine situation. Peut-être aussi pour l'envie d'aider les autres, mais je crois que le métier de médecin, par définition, est celui-là.